Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais. Donc, bonjour, plutôt bonsoir, une fois de plus, très chers sœurs et frères camerounais. Donc, veuillez partager cette vidéo, ce direct. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, il va être question de Sa Majesté Sokujou et bien évidemment du fédéralisme. Donc on va en profiter pour déjà féliciter son Excellence le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, voilà, de son accession au pouvoir, sa prise de fonction hier, et bien évidemment son Excellence la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris. Hier, ils ont pris le pouvoir, prise de fonction hier, et c'est de bon augure pour le Cameroun, pour les dictatures dans le monde, les dictatures. Et c'est de mauvais augure pour les dictatures africaines, pour les dictatures dans le monde. Donc veuillez partager ce direct. Avant ça, je vais mettre quelque chose, partager, je vais mettre... Il y a un morceau que je suis en train de chercher pour vous. Partagez, essayez d'accélérer la machine de partage, faites un peu vite. Entre temps, je cherche un morceau. Voilà. Je vais mettre. Voilà. Voilà. Puis là. Allez, partagez le direct. On va mettre un morceau avant de débuter. Il va d'abord falloir qu'on mette quelque chose. Je peux simplement dire I don't own the copyright of the music which is playing in this video. Partagez rapidement le temps que je trouve. Voilà. Oh là là, non, qu'est-ce que j'ai foutu? Excusez-moi. Voilà, ça j'ai carrément fait quelque chose de le chaîne, voilà. Alors, j'essaie d'aller vite maintenant, voilà. Partagez, c'est un peu, voilà, donc je pense que j'ai trouvé là où je voulais, voilà, là où je voulais vous amener, c'est lequel exactement, c'est ici. Voilà, donc là, voilà. On va d'abord écouter le général Valsero, la légende. Ma page est en réalité restreinte par Facebook à cause bien évidemment des multiples sardinas qui la signalent. J'ai des comptes Facebook qui sont bloqués également. Donc je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. C'est sur vous que je compte afin que le message puisse passer. Donc veuillez encore vous y mettre, partager. Nous allons donc commencer. Voilà, comme je disais au début de ce direct, nous allons parler de Sa Majesté Sokujou et nous allons parler du fédéralisme. Voilà. Pourquoi particulièrement parler de Sa Majesté Sokujou aujourd'hui, Sa Majesté Feu Sokujou aujourd'hui? Nous parlons de Sa Majesté Feu Sokujou aujourd'hui particulièrement à cause de ce message, ce communiqué ou cette lettre ridicule d'un préfet du tyran Bia, Van der Poel Barthélemy, à lui adressé. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est à cause de ce courrier, de ce manque de respect, ce courrier qui illustre là tout un manque de respect vis-à-vis du roi Sokujou. Donc, c'est de ça qu'il va être d'abord question. Et ensuite, nous allons passer
à l'étape suivante qui est le fédéralisme comme solution véritable pour régler les multiples problèmes du Cameroun. Voyez-vous, mes chers sœurs et frères, mes chers compatriotes, le Cameroun, l'ouest du Cameroun, la région de l'ouest du Cameroun est une région qui est formée, qui a toujours été formée depuis très longtemps de plusieurs petits royaumes. Ça veut dire quoi? Quand les colons arrivaient, même s'il faut préciser, je le précise, le Cameroun n'a jamais été officiellement une colonie, il a été protectorat allemand en 1884. Par la suite, 1916, il est devenu condominium anglo-français. Et puis après, c'était la tutelle voilà, franco-anglaise. Donc, il faut le dire très clairement, le Cameroun n'a jamais été une colonie, mais le Cameroun a été considéré techniquement comme tel par la France particulièrement. Et voilà, dans une moindre mesure également, une certaine mesure, l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La France a décidé en réalité, oui, le colon français, même si officiellement nous n'étions pas une colonie française, le colon français a décidé de faire en sorte que les royaumes qui existaient chez nous soient considérés comme des chefferies. Cela était en fait péjoratif. Ça veut dire de façon raciste et de façon péjorative. Donc de façon raciste, ils ont décidé de baptiser nos royaumes des chefferies. Une façon pour eux de faire comprendre aux Africains, de faire comprendre aux Camerounais et au monde entier que les peuples africains, les peuples du Cameroun, des Grassfields, de la région de l'Ouest, n'étaient pas capables de mettre sur pied des sociétés parfaitement, ça sinon je peux dire parfaitement organisées, bien structurées. C'est le cas des royaumes de l'Ouest, c'est le cas des royaumes bamileke. Il faut le dire, il faut le rappeler. La société bamileke est tellement bien structurée que les royaumes bamileke ont leur calendrier. Il faut le rappeler. Dans la culture bamileke, il existe un calendrier de 8 jours. C'est 8 jours, c'est 9 jours, 8 à 9 jours, 8 à 9 jours. Voyez-vous. Donc, le calendrier bamileke n'est pas une semaine à 7 jours, mais une semaine à plus de 7 jours, c'est 8 ou 9 jours. Voyez-vous. C'est ça le calendrier bamileke. Il y a une différence. Mais cela montre que la culture des peuples, des Grassfields, des peuples bamileke est riche. Il y a également l'organisation des royaumes bamileke avec un roi et des notables. Le rôle des notables qui est d'une importance capitale. Ça veut dire quoi? Le roi ne décide pas seul. Il y a des notables. Vous voyez déjà, il n'y a pas une tyrannie. Ça veut dire, déjà, dans la culture bamileke, il n'existe pas de tyrannie. Il y a des notables qui contribuent aux décisions du roi. Le roi ne prend pas une décision seul. Et d'ailleurs, le roi est intronisé par les notables. Il faut qu'on soit très clair. Le colon français, je le dis encore, en fait, le Cameroun n'a jamais été officiellement une colonie française. Mais on va parler de colon français, puisque c'est le rôle qu'il a joué. Le colon français, de façon raciste, a qualifié les rois. Il a qualifié nos rois des chefs. Il a qualifié nos royaumes de l'ouest du Cameroun. Certes, des petits royaumes, vu leur superficie. Voilà. Il les a qualifiés de chefferies. De chefferies ou voire même de groupements.
Conséquence, les rois sont devenus de simples chefs. Il faut qu'on soit très clair. Dans les langues maternelles bamileke, il faut le dire, dans les langues maternelles bamileke, le mot feu, parce que quand on dit feu, sokuju, le mot feu ne signifie en aucun cas, chef. Le mot feu signifie roi. Mais ils ont adapté, ils ont fait passer ça dans le cerveau des Camerounais, dans l'ADN des Camerounais. Ils leur ont fait croire que nous n'avions pas de royaume. Mais c'était des royaumes. Le mot feu signifie roi. Pour ceux qui connaissent les noms bamileke, des noms qu'on retrouve par exemple à Baham et un peu partout, je vais prendre l'exemple d'un nom Sibafeu. Sibafeu. Le nom Sibafeu est composé de si qui signifie SI, si on peut écrire comme ça, on écrit comme ça en français, si qui signifie notre créateur, Dieu, Ba, qui en réalité le verbe être conjugué, voilà, il est conjugué à ce niveau-là à la troisième personne du singulier, voilà, il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier, et il y a maintenant feu à la fin, qui signifie roi. Donc, si bas feu signifie Dieu, notre créateur, est roi. Vous voyez, on ne peut pas dire si bas feu, notre créateur est chef. Non. Si bas feu, le nom si bas feu, ils sont nombreux qui portent ce nom. Ils sont nombreux, originaires de l'ouest du Cameroun, des régions de l'ouest du Cameroun, des Grafsville, qui portent le nom Sibafeu. Sibafeu, on le prononce, on dit rapidement, de façon francisée, Sibafeu. Ce nom signifie Dieu est roi. Donc il est composé, je répète encore, il est composé de Si, qui est Dieu, notre créateur. Ba, qui est le verbe être conjugué au plan de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Donc c'est-à-dire si est. Donc ba c'est est. Si est. Et maintenant feu, qui signifie roi. Vous en convenez avec moi qu'on ne dira jamais Dieu est chef. Ça ne se dit pas. On dit Dieu est roi. C'est notre langue. C'est la langue, ce sont les langues bamileke, les langues de Grafsville. Dieu est roi. Ça veut dire quoi? Le colon a décidé de traduire feu en chef. Regardez, quand on voit un individu, un préfet du tyran Bia, Bifontopol Barthélemy, quand on voit un préfet se permettre de parler n'importe comment à un roi parce que Sa Majesté Sokuju est un roi. Sa Majesté Sokuju est un roi. Il est roi, Sa Majesté Sokuju. Il est roi du royaume d'Amangou. Il n'est pas un chef. Et c'est le cas un peu partout dans les régions de l'Ouest. Le régime de Yaoundé a décidé d'attribuer en fonction de certains intérêts, bien évidemment. Il a décidé d'attribuer en fonction de ses intérêts le titre, il a décidé d'attribuer en fonction de ses intérêts certains titres, soit chefferie de premier degré, deuxième degré, troisième, mais non, il s'agit de royaume. Et ce qui est fait là, qualifier nos rois
de chefs. Le but est simple. C'est de détruire la culture bamileke, qui en réalité est une grande richesse. Est une grande richesse du triangle national du Cameroun. Il est question de détruire la culture bamileke parce que dans la culture bamileke, le roi est bien évidemment également le gardien des traditions. Le roi est bien évidemment le gardien des traditions. Lorsqu'on manque de respect à un roi d'un royaume bamileke, alors on a manqué de respect au peuple des Grassfields, au peuple bamileke. Lorsqu'on manque de respect à un roi d'un royaume bamileke, alors on a manqué de respect à la culture bamileke. Et par ricochet, à la culture camerounaise. Regardez, quand ils organisent les histoires de Chan et tout ce qu'ils organisent, notez que le régime de Yaoundé est conscient du fait que la véritable richesse culturelle qu'on puisse vendre, qu'on puisse présenter au monde entier, vient de l'ouest, des Grassfields, de la région de l'ouest du Cameroun. Il faut le dire clairement. Cette richesse culturelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Regardez le ndop, le tissu ndop. Regardez le tissu ndop. C'est un tissu qui est tissé, ça veut dire de génération en génération. Depuis les fondateurs des royaumes bamileke, de génération en génération, par les filles et fils bamileke. Il est tissé à la main. Il y a le tissu ndop. Regardez ce beau tissu bleu clair. Il y a également la tenue traditionnelle de nos frères Grassfield également, mais du nord-ouest. Ils ont leur tenue traditionnelle de couleur, si je ne m'abuse, rouge, ou c'est rouge ou c'est violet. Ils ont également leur tenue traditionnelle. Ils ont également leur tenue traditionnelle. Comment peut-on donc expliquer que des individus qui ne se laissent pas prier quand ils organisent une chan, de faire usage de la culture des Grassfields, culture bamileke, à travers déjà leur habillement, c'est la moindre des choses, à travers leur tissu, le ndop et les tissus des Grassfields du Nozo. Comment comprendre que ces mêmes individus mettent tout en œuvre pour détruire cette culture? On ne peut aimer le Cameroun et vouloir détruire une richesse. Oui, d'autres peuples au Cameroun également ont leurs vêtements traditionnels. Mais la particularité, comme je le disais tantôt, la particularité des peuples Grassfield, c'est ce tissu, le ndop, dans lequel des messages sont codés. Dans lequel des messages sont codés. Vous comprenez ça? On ne peut pas manquer autant de respect. On ne peut pas manquer autant de respect à la tradition bamileke. On ne peut pas manquer autant de respect à la culture bamileke. On ne peut pas le faire et prétendre aimer le Cameroun. On ne peut pas le faire et prétendre aimer le Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Donc je dis là, vive Sa Majesté Feu Sokudjou. J'invite les uns et les autres à ne plus appeler les rois des royaumes bamileke chefs. J'invite les uns et les autres à ne plus parler de chefferie en pays bamileke, dans les zones des Grassfields, mais à parler de royaume. Car il s'agit bien de royaumes. Ce sont des royaumes, ce sont de petits royaumes et non de vulgaires chefferies. La chefferie, c'est péjoratif.
Imaginez un seul instant qu'on taxe la reine d'Angleterre, par exemple, de simple chef ou je ne sais quoi. Imaginez cela. Imaginez. À Monaco, regardez, en France, à Monaco, ils ont un roi. Il y a le prince, il y a le roi. Ils ont le roi de Monaco. La principauté de Monaco. Voilà des noms qui habillent, des noms qui sont des noms qui ne sont pas péjoratifs. La principauté de Monaco. Ils ont un roi. Mais chez nous, on qualifie nos rois de chefs. On qualifie nos royaumes de chefferie. L'organisation des royaumes Bamileke, des royaumes de Grassfield, n'a rien à envier à l'organisation de la principauté de Monaco. Rien du tout. Moi, je vous ai pris l'exemple du principe déjà démocratique qu'on retrouve dans l'organisation de la société Bamileke. J'ai pris exemple sur le principe démocratique. Il y a des notables. Le roi ne décide pas tout seul. Le roi ne décide pas tout seul. Il y a des notables. Il y a des notables. Et ces notables-là ont un pouvoir indubitable. Ils ont un pouvoir indubitable. Le roi ne peut pas aller contre eux. Je précise bien. Le roi, dans la culture Bamileke, ne peut pas s'opposer à tous les notables. Il faut qu'on soit très clair. Il ne peut pas s'opposer à tous les notables. Si les notables disent que ça ne doit pas passer, ça ne passera pas. Donc, l'ADN même, déjà, de la démocratie est là, dans cette culture. C'est vrai, c'est des royaumes. Mais, ce n'est pas un système, ce n'est pas un système où il n'y a qu'un individu capable de prendre toute décision. C'est un groupe d'individus. Oui, mais le roi est évidemment le roi. C'est le plus fort, c'est le plus puissant. Mais il y a d'autres. Ils doivent prendre également leur avis en compte. Nous devons respecter notre culture en tant que Camerounais. Cette culture est une richesse pour tout un pays, pour le Cameroun entier. Toutes les cultures d'ailleurs au Cameroun sont une richesse. Alors bafouer la culture, bafouer notre culture est criminel. C'est criminel. Et cela doit être sanctionné. Je demande donc à tous les Camerounais, indépendamment de leurs origines ethniques, indépendamment de leurs obédiences religieuses, politiques, de dénoncer avec la plus grande des fermetés. De dénoncer avec la plus grande des fermetés ce manque de respect flagrant de ce lugubre préfet zélé qui entreprend bien évidemment de poursuivre la funeste mission du colon français de l'époque, à savoir faire croire à l'humanité que aucun peuple au Cameroun ou même africain n'a eu la capacité de mettre sur pied des sociétés parfaitement structurées.
On ne doit pas détruire notre culture. Filles et fils des Grassfield, filles et fils des peuples bamileke, une réaction s'impose. Une réaction s'impose. Au-delà des actions concrètes physiques à mener afin d'empêcher que notre culture soit détruite, il est impératif d'invoquer également nos glorieux ancêtres, fondateurs de tous les royaumes bamileke. Je parle bien de royaumes bamileke et non de chefferie. Il est impératif d'invoquer nos glorieux ancêtres, fondateurs de tous ces royaumes bamileke-là, afin qu'ils sévissent. Ils doivent sévir. Ils doivent se manifester. Ils doivent se manifester. Car notre culture, leur legs est mise en péril. Certains cherchent à détruire définitivement le seul héritage que le peuple bamileke, les peuples des Grassfield, que le Cameroun puisse avec fierté léguer à l'humanité. Une réaction s'impose. Je vais donc passer au deuxième thème de ce direct, le fédéralisme, parce que le comportement, évidemment, du préfet corrobore le fait que le fédéralisme soit en réalité l'unique solution pour sauver le Cameroun. Oui, j'ai parlé dans ce direct, j'ai dit on allait parler de fédéralisme. Dans ce direct, j'ai dit qu'il fallait parler de fédéralisme et nous allons donc parler de fédéralisme. Pourquoi est-ce que le fédéralisme est donc si important? Si nous étions dans une république fédérale, la région de l'Ouest aurait eu au moins un État. Parce qu'il faut le dire clairement, elle aurait eu au moins un État. Ça aurait pu être deux États, avec un État composé des royaumes bamileke et un petit État composé du royaume Bamoun. Donc c'est une région qui aurait eu deux États, je dirais. Parce que c'est comme ça que moi, je vois la chose. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de deux États. Dans une république fédérale, il faut que je vous le dise clairement, chacun de ces États aurait élu ses gouverneurs. Il faut bien comprendre ça. Dans une république fédérale du Cameroun, je prends l'exemple de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest aurait été très probablement divisée, normalement, divisée en deux États. Un État bamileke, Grassfield bamileke, et un État Bamoun. Chacun de ces États aurait voté son gouverneur. Quelle est la conséquence du vote du gouverneur? La conséquence du vote du gouverneur est que, en fin de compte, il n'existe pas de sous-préfet venu de la capitale Yaoundé. Il faut qu'on soit très clair. La conséquence du vote du gouverneur dans ces États est qu'il n'existe pas de sous-préfet venu de la capitale Yaoundé. C'est ça la conséquence. Il n'existe pas de préfet venu de la capitale Yaoundé. Vous voyez déjà qu'il y a une très grande avancée. Ça veut dire que le gouverneur d'un État étant élu par le peuple ne peut s'aviser à envoyer auprès du peuple ses représentants qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple. Vous
Vous comprenez ce que ça veut dire? Un gouverneur d'un État ne peut envoyer des représentants de son administration auprès du peuple qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple, puisque ce gouverneur de l'État est élu par le peuple de cet État. Vous comprenez? Donc déjà, avec le fédéralisme, on n'aura plus de préfet ou de sous-préfet venu de nulle part, qui viendra manquer de respect à une culture, à un peuple. Vous comprenez ça? Celui qui osera manquer de respect sera mis de côté immédiatement par la suite. Parce que les élections dans chaque État permettent de mettre de côté ceux qui viennent s'amuser. Dans un fédéralisme comme celui-là, chaque État, le Parlement est bicaméral. Dans un fédéralisme, le Parlement est toujours bicaméral. Nous, on a un Parlement bicaméral au Cameroun, mais c'est une farce. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, que le Parlement est en réalité totalement sous le contrôle du tyran Biya. Mais dans un fédéralisme, chaque État vote ses représentants. Chaque État, dans le peuple d'un État, vote leurs représentants au Parlement. Aux États-Unis, par exemple, chaque État vote ses deux sénateurs pour les représenter au Sénat. Donc le peuple de chaque État vote 2 sénateurs pour les représenter au Sénat. Ça, c'est aux États-Unis, par exemple. Ça, c'est aux États-Unis. En Allemagne, les États sont représentés au Parlement dans la chambre qui est appelée le Bundesrat. Et là, c'est les gouvernements de chaque État. Parce que l'Allemagne qui a 16 États, l'Allemagne qui est également, la République fédérale d'Allemagne a 16 États. Et avec un Parlement également bicaméral, il y a 2 chambres, le Bundesrat et le Bundestag. Et dans le Bundesrat, justement, les représentants de chaque État. Dans le Bundesrat, justement, les représentants de chaque État, ils sont présents. Laissez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a quelque chose. Laissez-moi une seconde. Je vais voir. Est-ce que je vais voir quelque chose là? Je vais voir. Laissez-moi une seconde. Ok, ouais. Je disais tantôt ceci. En Allemagne, on a justement ce Bundesrat. Et ce Bundesrat-là est composé des représentants des gouvernements de chaque État. Comme je le disais, dans un fédéralisme, chaque État vote son gouverneur. Donc au Cameroun, par exemple, si la région de l'Ouest est finalement divisée en 2 États, un État Bamileke et un État Bamou, alors les 2 États vont voter leur gouverneur. Et les 2 États, chacun des 2 États va voter ses gouverneurs. Chacun des 2 États, il faut le préciser, va voter maintenant ses représentants à ce qu'on peut appeler chez les Américains au Sénat. Chez les Allemands, on parle de Bundesrat. Un peu, c'est, voyez-vous. Aux États-Unis, c'est 2 représentants, 2 sénateurs par État. Voilà. En Allemagne, ceux qui représentent un gouvernement, justement, ceux qui représentent le gouvernement, dans cette chambre que j'ai appelée, cette chambre du Parlement allemand qu'on appelle le Bundesrat, ceux-là, ce ne sont pas, ils ne sont plus votés en réalité, c'est juste des représentants des gouvernements de ces États-là. Ça veut dire, chaque État vote carrément son gouverneur, son gouvernement, et envoie
des représentants dans la chambre qu'on appelle le Bundesrat. Ça, c'est en Allemagne. Aux États-Unis, chaque État vote d'abord 2 sénateurs et les envoie au Congrès. Maintenant, il faut préciser. Maintenant, il faut préciser quelque chose. Et c'est important de préciser quelque chose. On a parlé de 2 chambres. Donc, un parlement bicaméral en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse. Il y a maintenant aux États-Unis la Chambre des représentants. Là, ce sont les députés. Et chaque député, un député, c'est fonction du nombre d'habitants. Voilà, un député, c'est fonction du nombre d'habitants. Ça, c'est la deuxième chambre des représentants aux États-Unis, par exemple. Ici, en Allemagne, on a le Bundestag. Les députés également, on appelle ça Abgeordnete ici. Les députés. Les députés, comme je le disais tantôt, c'est fonction du nombre d'habitants. Il y a un député en fonction d'un certain nombre concret d'habitants. Voilà donc les 2 chambres des parlements qui prennent des décisions importantes. Donc, dans un fédéralisme, donc, au Cameroun, j'ai pris l'exemple de l'Ouest divisé en 2 États, on aurait déjà une chambre où le Sénat qui aura des sénateurs envoyés par chacun de ces États, et on aura maintenant une chambre également de représentants. Donc on aura une chambre maintenant où on aura des députés, et non des sénateurs, des députés, qui seront votés en fonction du nombre d'habitants, bien évidemment. Ce serait un peu ça. Mais il y a le gouvernement. Mais chaque État a son gouvernement. Chaque État a son gouvernement et gère les choses de son État. Et savez-vous que le plus important, c'est la culture. Que ce soit en Allemagne, en Suisse, dans les pays où on fait usage du fédéralisme, la culture est la chose la plus importante. Chaque État est indépendant culturellement. L'indépendance culturelle, parce que l'identité culturelle, c'est la seule chose qu'on puisse léguer. L'identité culturelle, c'est la seule chose qu'on puisse léguer à l'humanité, aux générations futures. Donc chaque État tient à son identité culturelle. C'est pour ça que le fédéralisme est en fait défini comme étant l'unité dans la diversité. On ne peut pas chercher à détruire les identités culturelles, à assimiler. Non. Pour être uni en réalité, il faut prendre en compte la diversité. Il faut respecter la diversité. Or, un sous-préfet qui vient manquer de respect à un roi bamileke, c'est manquer totalement de respect à la culture bamileke. C'est manquer totalement de respect à la culture bamileke. C'est avoir une intention de destruction de la culture bamileke et de la culture camerounaise. Cela ne doit pas se faire. Je le redis encore, dans le fédéralisme, dans tous les pays où vous verrez le fédéralisme, l'identité culturelle est d'une importance capitale. L'identité culturelle. Ici en Allemagne, chaque État s'occupe de l'éducation. Ça veut dire chaque État décide de comment est-ce que l'éducation doit se faire. Chaque État décide au niveau de l'éducation de base et tout. Chaque État décide. C'est la même chose en Suisse. L'identité, ça veut dire à ce niveau-là, ça ne blague pas. Sur le plan culturel, c'est important. La culture de chaque État est préservée. La culture de chaque État est préservée. Je vais vous dire pourquoi. Je prends particulièrement l'exemple de la région de l'Ouest aussi. Vous savez, au-delà maintenant des... au-delà, il faut le dire clairement, au-delà du fait que chaque État doive
avoir son identité culturelle, il faut le dire clairement, avoir une identité culturelle forte, décider au niveau culturel, il faut le dire. Il faut en fait une espèce de référendum afin que des peuples décident si oui ou non ils veulent faire partie d'un État avec tel autre peuple. Il faut que les peuples puissent décider. Il faut que les peuples Grassfield, Bamileke puissent décider est-ce que nous on veut être dans le même État par exemple que les peuples Bamoun et vice versa. Et je précise encore, l'identité culturelle est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale parce que la première des choses que le gouverneur, le président d'un État doit, le premier serment qu'il doit prêter, c'est de garder la culture de cet État. La culture de cet État. Et lorsqu'on parle d'identité culturelle, je vais prendre l'exemple de la Suisse. La Suisse est un petit pays de 8 millions environ, 8 millions d'habitants, un peu plus de 8 millions d'habitants, 8 à 9 millions d'habitants. Et la Suisse a 26 États. La Suisse a 26 États. 26 États. Ils appellent ça en Suisse des cantons. Bien évidemment, il n'existe pas de sous-préfet, de préfet. Chaque État a son gouvernement. Et comme en Allemagne, chaque État a son gouvernement. Et il y a bien évidemment, chaque État a son petit parlement. Et il y a bien évidemment, chaque État vote ses députés, le parlement étant toujours bicaméral. Chaque État vote ses députés. Il y a bien évidemment deux chambres. Il y a des députés qui sont là pour représenter des États. Un peu comme des sénateurs qui représentent un État. Voilà. Donc, aux États-Unis, on a dit tout à l'heure, c'est 2 sénateurs par État. En Suisse, il y a également, chaque État a également à peu près, ils n'appellent pas ça sénateur en Suisse, mais chaque État se fait représenter au Parlement. Et maintenant, il y a également ce que je vais appeler les députés normaux, ça veut dire les députés normaux qui sont en fait de la deuxième chambre, ils sont d'une autre chambre du Parlement, c'est les deux chambres, les députés normaux. Ces députés-là, c'est fonction du nombre d'habitants toujours. On peut dire par exemple, on peut dire un député tous les 100 000 habitants ou tous les, je ne sais pas, tous les 600 000 habitants, tous les 1 million d'habitants, un député, je ne sais pas. Mais voilà un exemple. Mais un député, si on a décidé qu'un député c'est tous les 5 millions d'habitants, bon je vais dire tous les 3 millions d'habitants ou bien tous les 100 000 habitants, il faut que ce soit le cas partout en fait. On ne va pas jongler au niveau de la population. Et comme on va le constater au Cameroun, le Sud qui a plus de députés que partout, alors qu'au niveau du nombre d'habitants, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. C'est ça, la réalité. Donc, ça joue. En Suisse, je reviens sur la Suisse justement, c'est très important sur le plan culturel. Je voulais rappeler ceci. La Suisse qui a 26 États, un pays de 8 à 9 millions d'habitants. Voilà. La Suisse qui a 26 États, ils appellent ça des cantons. La Suisse a également 4 langues nationales. L'allemand, le français, l'italien et le roumain. C'est une langue un peu le roumain. Voilà. Et le roumain, ils sont très rares qui parlent roumain en Suisse. Ils sont encore moins nombreux qui parlent italien. Et bon, il y en a vraiment qui parlent français, ça c'est vrai. Mais les plus nombreux, c'est les germanophones. Vous voyez un peu, ce qui est intéressant, c'est que chaque État a sa première langue principale. Bon, lorsque vous partez en Suisse, vous pouvez parler la langue que vous voulez n'importe où c'est. Mais chaque État a sa première langue principale. En instaurant le fédéralisme chez nous, je peux vous assurer que nous allons faire du bien à la culture camerounaise, même sur le plan linguistique, sur le plan de nos langues maternelles. Même sur le plan de nos langues maternelles. Pourquoi je le dis? Sur le plan de nos langues maternelles, je peux vous assurer que le Cameroun est composé de moins de 10 langues principales maternelles. Ça veut dire quoi? Toutes les langues, on parle de plus de 200 ethnies au Cameroun et toutes les langues que nous avons.
Si on regroupe ces langues-là, je peux vous assurer qu'on peut se retrouver à 5 langues. On peut se retrouver à 5 langues avec 5 groupes de langues. Et ces groupes de langues-là, on prend les principales et on fait d'elles, justement, les langues officielles de ces États-là. Des États où ces langues-là sont parlées. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire même la division en États, il faudrait prendre en compte tous ces détails-là. Parce qu'il faudra par exemple que lorsque quelqu'un arrive dans le nord du Cameroun, le Grand Nord, dans le Grand Nord, les gens pensent qu'il n'y a que des Foubés. Mais non, mais dans le Grand Nord, il y a des peuples montagnards, dans les Mandara et partout. Il y a les Toupouri, il y a toutes sortes de peuples et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a plusieurs peuples dont la langue, il y a les Tika dans la Damawa. Il y a plusieurs peuples dont la langue n'est pas, il faut le dire clairement, dont la langue n'est pas j'appellerais ça comment? Il y a plusieurs peuples dont la langue n'est pas, n'est pas le Foubé. Ça veut dire quoi? Une région, le grand nord du Cameroun devrait être divisé en plusieurs États, peut-être plus de 3 États. Nous sommes quand même un pays de plus de 25 millions d'habitants, presque 30 millions. Je vous ai juste pris l'exemple de la Suisse avec ses 8 à 9 millions d'habitants et ses 26 États. Ces 26 cantons, ils ont même ce qu'ils appellent là-bas des demi-cantons. Ça veut dire quand vous êtes encore quand il y a trop peu de personnes. Mais on fait tout pour permettre à chaque culture de se sentir à l'aise, de sentir qu'elle prend des décisions pour elle. Et cela fait en sorte que des conflits d'intérêts ne sont pas par la suite créés. Donc, le Grand Nord, par exemple, devrait avoir... on pourrait se rendre compte que dans le Grand Nord, on pourrait retrouver facilement dans le Grand Nord, 2 à maximum 3 langues principales. Lorsqu'on prend le sud, la région du sud, la région du centre, la région de l'est, on pourra se retrouver à 2 langues principales dans ces régions. Sud, centre, est, on pourra se retrouver à 2 langues principales qui pourront être adoptées. Lorsqu'on prend maintenant le littoral, le sud-ouest, si on prend également le sud-ouest, bon, ça c'est vrai que c'est la zone dite anglophone, voilà. On va constater que dans le sud-ouest, déjà, on retrouve des langues Grassfield, par exemple dans le Lébialem, c'est les langues de Grassfield, c'est comme Achan, le Tchang par exemple, les langues Bamileke. Et puis, les autres parties du sud-ouest, c'est plus les langues Sawa. C'est les langues Sawa. Voyez-vous. Donc, dans le sud-ouest, il y a des langues de Grassfield et des langues Sawa. Les gens pensent souvent que non, c'est exclusivement les langues Sawa, le Sawa. Non. Il y a également le côté Grassfield. Notez que la région de l'ouest est frontalière du sud-ouest et du nord-ouest. Donc, c'est normal que dans ces zones-là, effectivement, il y ait des langues Grassfield. Voyez-vous. Il y a ces langues-là. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, on pourrait dire littoral, sud-ouest, littoral, on a les langues Sawa. Mais, il serait important de penser aux langues Bassa, à la langue Bassa, le peuple Bassa se retrouvant en réalité dans 2 régions du Cameroun, au centre et au littoral. Il faudrait également pour devoir penser à ce groupe. Il y a plusieurs groupes au Cameroun. Il faudra penser à tout ça. Et sortir, je suis certain que si on pense à tout ça, on est capable de sortir dans notre pays, le Cameroun, moins de 10 langues officielles. Et moi, j'opte pour plusieurs États, pas 10 États, 10 États ce serait petit. Il faut plusieurs États. Il faut plus de 10 États. Nous pourrons avoir
15 États, par exemple, dans notre pays, le Cameroun, avec ses 25-30 millions d'habitants. Nous pouvons avoir 15 États, nous pouvons avoir 16, 20 États. L'Allemagne en a 16. Même si l'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants. Mais l'Allemagne, on a 16. Mais j'ai pris l'exemple de la Suisse particulièrement. Avec ses 8 millions d'habitants, la Suisse en a 26 États. Donc le plus important, c'est que chaque peuple prenne des décisions au niveau culturel, l'indépendance culturelle, que chaque peuple décide. Le plus important, c'est qu'un sous-préfet ne vienne plus jamais de Yaoundé décider. Manquer de respect au peuple, à la culture d'un peuple, dans des régions. Si, par exemple, on prend en compte nos langues maternelles, cela implique quoi? Cela implique lorsqu'on va arriver, par exemple, dans un État qu'on pourrait appeler l'État peut-être du Sud, prenons l'exemple un État Ekan, voilà. Même si là j'ai dit, le Grand Sud, le Sud, l'Est et le Centre pourront être divisés même environ en 3 États, en fonction des langues. Moi j'ai dit, bon, en 2 États, parce que là c'est quand même 2 langues globales. Voilà. Donc, dans ces régions-là, on pourra avoir maintenant, comme langue officielle, le français, l'anglais et peut-être Léondo ou le boulot. Vous comprenez ça? On arrive dans certaines régions du Nord, pas partout, parce que j'ai dit au Nord, il n'y a pas que le Fulbé, il faut préciser. Ceux qui ne sont pas musulmans sont très nombreux au Nord, pour ceux qui ne le savent pas. Il faudra qu'on arrive dans une région du Nord, on voit peut-être le français, l'anglais et le Fulbé comme langue officielle. Mais dans une autre région, dans un autre État du Nord, on voit le français, l'anglais et une autre langue. Parce qu'il faut le dire, je l'ai dit par exemple, les Tikas sont dans la Damawa. Les Tikas sont dans la Damawa également. Les Tikas sont dans la Damawa à l'ouest du Cameroun, dans les régions de l'ouest. Et ils sont également dans le nord-ouest du Cameroun. Il faudra donc il y a une langue, il y a une continuité. C'est des choses qu'on peut prendre en compte pour la création de nos langues nationales. Des langues qui se retrouveront parlées dans des États spécifiques. Donc on pourra dire, bon, tel État, voilà, au-delà maintenant du français, on a divisé les langues camerounaises, il y a 10 langues, dans tel État vous devez parler, au-delà du français, de l'anglais ou bien de l'anglais et du français, telle langue, voilà vos langues officielles. Donc chaque État maintenant, pour son identité culturelle, doit avoir sa langue. J'ai pris l'exemple de la Suisse, où il y a 4 langues, 9 millions d'habitants, il y a 4 langues. Il y a 4 langues en fonction des États. Regardez l'exemple du Canada. 2 langues en fonction des États. Donc, identité culturelle oblige. Identité culturelle oblige. C'est de ça qu'il est question. Si on instaure ce fédéralisme, il faut que je vous le précise. Dans le fédéralisme, chaque État a sa police. Chaque État a sa police. Chaque État a sa police. Donc, le gouverneur de chaque État, ou bien le président de chaque État, a sa police, a la police. C'est lui qui a la tête de la police de l'État, si on peut dire. Chaque État a sa police. Et maintenant, il y a une autre police qui est au-dessus de la police de chaque État. Ici en allemand, on appelle ça Bundespolizei. C'est maintenant la police, pour le Cameroun, c'est la police qui vient de Yaoundé. Et maintenant, cette police-là, donc c'est la police centrale. Maintenant, cette police-là n'a pas le même rôle que la police de chaque État. Cette police-là s'occupe des choses comme des affaires en rapport avec les frontières. Cette police-là s'occupe des affaires nationales. Des affaires nationales. Cette police-là s'occupe des affaires nationales. Mais les affaires qui peuvent être réglées au niveau d'un État, cette police-là n'a rien à faire là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire que si une affaire peut être réglée au niveau d'un État, alors c'est la police de cet État-là qui la règle. Pour que la police de cet État-là ne la règle pas, il faut qu'il soit évident qu'en réalité, pour régler cette affaire, il faut passer à l'étape supérieure. Ça veut dire,
c'est une affaire pour régler, il faut forcément mettre en contact plusieurs États du même pays, alors ça devient une affaire nationale. C'est ça la réalité. J'ai étudié le fédéralisme qu'utilisent plusieurs pays importants de ce monde et je peux vous assurer que c'est l'unique système qui puisse sauver notre pays. C'est l'unique système qui puisse sauver l'identité culturelle camerounaise, la culture camerounaise, qu'elle soit la culture des Grassfield, des peuples des Grassfield, donc Bamileke, Bamou, des peuples Tika, de la Damawa, du nord-ouest du Cameroun, des peuples Grassfield du sud-ouest, du nord-ouest du Cameroun, des peuples Sawa du sud-ouest du littoral, des peuples bien évidemment Kotoko du grand nord du Cameroun, des peuples Tupuri, des peuples Fulbe. Respect de la culture de chacun. Que chacun puisse décider. Il y a des décisions qui doivent être prises par chacun dans son petit état. Il y a maintenant des décisions de haut niveau. Par exemple, le gouvernement central est chargé exclusivement des relations extérieures. Ça veut dire les États dans une fédération n'ont rien à voir avec les relations extérieures. C'est le gouvernement central qui est chargé de gérer cela. Ça, c'est une affaire du gouvernement central. Donc, les gouvernements des États n'ont rien à voir avec ça. Maintenant, le gouvernement central le gère, et puis, bien évidemment, puisqu'il y a un parlement, le parlement peut prendre des résolutions, voter des lois qui, sur le plan d'ailleurs des relations extérieures, qui poussent le gouvernement central à réagir. Mais je dis, relations extérieures, c'est le gouvernement central. Les douanes du pays, c'est le gouvernement central. Des choses comme par exemple la construction des autoroutes, des routes nationales, précision, routes nationales, c'est le gouvernement central. Ça, ce sont que des exemples, c'est des petits exemples. Dans le sud-ouest, par exemple, si on prend, eux, ils ont leur sud-ouest. Dans le sud-ouest, par exemple, il faut le dire, dans le sud-ouest, il y a les peuples Grassfield. Le Lébialem, c'est les peuples Grassfield. C'est les peuples Bamileke, puisque les films à Achali parlent la langue Tchang. C'est la même langue. Je dis bien du sud-ouest. Le Lébialem, c'est dans le sud-ouest. C'est les peuples Grassfield. C'est donc des peuples Bamileke. Vous savez, même dans la zone anglophone du sud-ouest, il devrait y avoir une différence. Cela pourrait même devenir deux États. Pour la simple raison que le sud-ouest, la langue que parle Phil Marshall n'est pas la langue du Sawa d'à côté. C'est la langue plutôt du Tchang, de l'ouest. Vous comprenez tout ça? Je termine là une fois de plus en insistant sur le fait que un peuple comme celui, comme le peuple Bassa, qu'on retrouve un peu partout. Ça veut dire au centre et au sud. C'est incompréhensible qu'il se retrouve dans deux régions du Cameroun. Un peuple comme celui-là, il faut regarder quels sont les autres peuples qui partagent avec le peuple Bassa, par exemple, exactement la même origine. Alors on peut les mettre ensemble. Ils forment un État. Ils prennent des décisions. Ils ont leur gouverneur qu'ils élisent. Et je peux vous dire une chose avec certitude. Le fédéralisme dont je vous parle va contribuer à tuer le tribalisme. Le fédéralisme est l'arme secrète pour tuer le tribalisme. Oui, certains ont souvent dit non, cette forme de fédéralisme sera un problème, mais non. Toute personne se sentant respectée est plus à l'aise dans
l'hospitalité d'autrui, est plus à l'aise dans la vie commune. Et je vous le redis, le fédéralisme est défini également comme étant l'unité dans la diversité. S'il y a ce genre de fédéralisme, on n'aura plus... Regardez, j'ai pris le cas de la police. La police, chaque État aura sa police. On n'aura plus des situations telles que ce qu'on a vécu où la femme gendarme, qui est toujours en poste à Bafoussam, a abattu un jeune homme à Bafoussam sans être inquiété par sa hiérarchie de Yaoundé. Donc on n'aura plus des gens qui seront envoyés depuis Yaoundé comme ça. Parce que j'ai bien précisé, dans le fédéralisme, la police nationale n'a pas le même rôle dans ce qu'on appelle la police centrale. Ici, on appelle ça le Bundespolizei, ou bien on appelle ça la police fédérale également. La police fédérale n'a pas le même rôle. C'est un impératif. C'est un impératif. Et je vais donc conclure en parlant également de la séparation des pouvoirs. Vous avez vu, on a parlé des parlements bicaméral dans le fédéralisme, c'est toujours le cas en fait. Ça veut dire chaque État envoie des sénateurs, ça c'est je vais rester au niveau américain, prenons l'exemple américain pour parler de cela. Chaque État envoie des sénateurs. Aux États-Unis, chaque État envoie 2 sénateurs au Sénat. Voilà. Et chaque État également envoie des représentants. Donc, des députés. Et les députés, c'est fonction de la population, bien évidemment. Si vous êtes, en exemple, 1 million, et qu'il est dit que chaque 100 000 personnes, chaque 100 000 personnes, 100 000 personnes, c'est l'équivalent d'un député. Si vous êtes 1 million, ça veut dire 10 députés. Ça veut dire dans un pays de 32 millions, si 100 000 personnes équivaut à 10 députés, si on a 30 millions de personnes, on peut multiplier, voyez-vous, et ça va donner ce que ça va donner. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a ce parlement-là, bicaméral. 2 chambres. Une chambre contenant les représentants quasiment de chaque État, si on peut dire, voilà, les représentants de chaque État qui ont été élus par les populations de chaque État respectif, et une autre chambre qui contient les représentants de chaque, maintenant, je dirais de chaque échantillon, si on peut dire, de chaque groupe d'individus, de chaque groupe, d'un groupe, d'un nombre précis d'individus. Et ces 2 chambres-là jouent un rôle capital. Elles jouent un rôle capital car elles sont indépendantes. Le Parlement est indépendant. Le Parlement est totalement indépendant. Pour ne prendre que le cas des pays comme l'Allemagne, et c'est ce qui serait bien, il faudrait qu'on adopte cela chez nous. Si on prend le cas d'un pays comme l'Allemagne, on prend le cas d'un pays comme la Suisse, c'est le Parlement qui permet maintenant, c'est le Parlement qui décide de voter même, qui vote. En Allemagne, c'est le Parlement qui finit par voter le chancelier. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain nombre de députés pour finir par être chancelier. Il faut avoir un certain nombre de députés en fait. Quand ton parti a eu un certain nombre de députés, vous faites aussi des coalitions, parfois ça ne marchait pas bien, et puis un vote maintenant dans le Parlement pour que tel soit chancelier. Ensuite, c'est la même chose, c'est le Parlement qui décide, on vote les députés, et puis après, il regarde quel est le nombre de députés pour maintenant, c'est le nombre de députés votés, c'est entre les députés maintenant qui choisissent maintenant celui qui va être le président de la Fédération suisse. Voilà, c'est un peu ça. Aux États-Unis, vous avez déjà remarqué que le système de vote aux États-Unis
c'est souvent un peu incompréhensible. C'est dû au fait que c'est les grands électeurs qui décident. Et c'est un peu ça. Il faut voter à gauche partout. Les grands électeurs, c'est souvent qui? Ce sont ces sénateurs et autres députés. Tout, on vote, on vote, on vote, on vote, on vote. Que voilà, voilà. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à la fin, tel est président de la République. C'est ça qui fait qu'à la fin, tel devienne président de la République. Et ils sont indépendants. Ça veut dire que le président de la République ne peut rien faire contre ceux-là. Eux, ils sont là pour les lois. Ils sont là pour les lois. Ils peuvent amender des lois. Ils peuvent faire des propositions de loi. Maintenant, il y a un truc très important. Le pouvoir judiciaire, qui est séparé de l'exécutif dans tous ces pays. Je vais prendre le cas de la Suisse et le cas de l'Allemagne. En Allemagne, le pouvoir judiciaire est séparé de l'exécutif, donc de quelle façon? Ils ont le conseil constitutionnel, comme au Cameroun. Ils appellent ça ici Bundesverfassungsrat. Ils ont le conseil constitutionnel. Et je vais vous dire ce qui est très intéressant. Les juges de ce conseil constitutionnel sont élus au maximum 2 mandats par les députés allemands. Ça veut dire les juges de ce conseil constitutionnel ne dépendent pas du pouvoir exécutif. Ils sont élus, je précise bien, ils sont élus par le Parlement, par les députés allemands, par le Parlement. C'est une élection. Ils ne dépendent pas de la chancelière allemande Angela Merkel. Ils ont maxi 2 mandats, 6 ans chacun. Ils ne dépendent pas de la chancelière allemande Angela Merkel. Vous voyez déjà? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? À Tangana Clément, on l'a tous vu danser, jubiler quand il avait été nommé par le tyran Biya. Mais avec ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il décide de truquer l'élection, qu'il décide de ne pas dire le droit, qu'il décide de contribuer au vol de l'élection, puisqu'il a été nommé par le chef de l'exécutif. Et le fait que le chef de l'exécutif nomme le président de la Cour constitutionnelle implique qu'il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas cette indépendance-là. Je reviens donc sur le cas de la Suisse. En Suisse, ils n'ont pas le Conseil constitutionnel. En Suisse, ils ont plutôt les juges fédéraux. Voilà, ils parlent de juges fédéraux simplement, ils n'ont pas de Conseil constitutionnel. En Suisse, également, il y a une élection. Ces juges fédéraux-là sont élus par les députés une fois de plus. Donc, ces députés, et j'ai bien dit qu'il n'y avait pas de sénateurs, mais j'ai dit on va faire comme s'il y en avait, puisqu'ils ont également, leur parlement est également bicaméral. Il y a une chambre qui joue le rôle quasiment du Sénat américain, puisque c'est une chambre qui est composée des représentants de chaque État. Voilà. Donc, de chacun des 26 États de la Suisse. Vous voyez que là également, les juges fédéraux sont élus. Et c'est ça qui assure l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pour ça que le président de la Confédération suisse ne peut rien dire. Il ne peut donner d'ordre. Il ne peut donner d'ordre à un juge fédéral. Il ne le nomme pas. Le juge fédéral est élu par le Parlement. Ce sont les députés et autres qui élisent le juge fédéral, les juges fédéraux, parce qu'il y a plusieurs juges fédéraux en Suisse.
Vous comprenez donc? Là où on a un gros problème chez nous, là où on a un souci, là où rien n'est normal, on ne peut pas organiser des élections, on ne peut pas organiser des élections dans un pays et le juge, le président de la Cour du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. On est dans un système où le pouvoir exécutif est au-dessus de tous les autres pouvoirs. Il est au-dessus du pouvoir législatif, il est au-dessus du pouvoir judiciaire. Et ça doit changer. Il faut séparer les pouvoirs. Au-delà maintenant de cette séparation de pouvoirs, il faut également, parce qu'il faut le dire, il faut également ce fédéralisme-là. Et que je vous le dise, dans le fédéralisme, les États en eux-mêmes sont indépendants sur un certain nombre de choses, sur plusieurs choses. C'est des choses à définir, il faut voir. Les États ont une indépendance. Ça veut dire que le président de la République ne veut pas prendre n'importe quelle décision quand l'État X, par exemple, ne souhaite pas aller dans ce sens. Ici en Allemagne, quand la chancelière allemande prend des décisions qui doivent concerner très souvent tous les États, elle fait appel au gouvernement de tous ces États-là, les présidents de tous ces États-là. Ils discutent. Ils discutent. Que bon, on va voir comment il faut faire passer ça. Dans votre État, est-ce qu'on peut faire passer ça? Non, chez nous, là, c'est comme ça, comme ça. Moi, mais mon peuple m'a voté, comme ça, là. On doit trouver des solutions qui passent avec tout le monde. On doit trouver des solutions qui passent avec tout le monde. C'était là mon message pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite donc sur ce une bonne soirée. À plus.